Cette vidéo est là pour vous montrer que le dossier OVNI, le sujet OVNI, se prête à des recherches scientifiques de haut niveau, très novatrices, très intéressantes, avec beaucoup de retombées, qui auraient pu être démarrées dès le milieu des années 70. Donc sur l'écran, vous avez cette carte du laboratoire lambda, et quand vous verrez exactement de quoi il retourne, parce que quand on va dans des congrès scientifiques, on ne peut pas se présenter comme simple individu, il faut se présenter comme émanant d'un laboratoire. Donc on a créé ce laboratoire lambda, et ce laboratoire lambda, c'est un garage de quelques mètres carrés à l'ouest de la France. Donc tout finalement a commencé au milieu des années 60. Et là vous avez le tube à choc, la soufflerie à ondes de choc que j'avais fabriquée à l'Institut de mécanique des fluides. Dans cet appareil, à gauche, vous avez une chambre de combustion qui fonctionne avec un mélange hydrogène-oxygène dilué à l'hélium. Et cette explosion engendre le départ d'une onde de choc qui suit un tube qui fait 6 mètres de long et qui a une section constante de 5 cm par 5 cm, remplie par de l'argon à basse pression. Ici, à gauche, la flèche indique la position d'un diaphragme métallique qui se brise et qui entraîne le départ de cette onde de choc. Et cette onde de choc, ensuite, elle va se perdre dans ce qu'on appelle un pot de détente après avoir perforé une membrane en mylar qui est indiquée également là. Et dans sa course, cette onde de choc accélère à très grande vitesse, tout en le comprimant, ce qui emplit le tube, c'est-à-dire de l'argon à basse pression. Et tout cela défile dans un convertisseur MHD, dans une tuyère de conversion MHD qui est représentée là, et qui est un objet de très petite taille. Donc la section 5 cm par 5 cm et la section utile en longueur c'est 10 cm. Donc tout cela est mis en œuvre avec deux bobines qui ont un champ magnétique assez intense, qui fait 2 Tesla, qu'on voit donc sur l'image. Et ces 2 bobines sont alimentées par un banc de condensateur que j'avais situé près du plafond. Et le tout étant commuté par ce qu'on appelle un ignitron qui commutait un courant de 54 000 ampères, parce que pour faire des champs magnétiques intenses, eh bien, il faut des courants extrêmement forts. Et actuellement, vous savez que vous avez des aimants permanents qui font un Tesla, et vous imaginez ce qu'il faut pour faire un Tesla. Il faut des milliers d'ampères, quoi, c'est tout. Donc ici, on va passer assez rapidement sur le schéma de cet appareil. À gauche, vous avez cette chambre de pression. La rafale a une durée très faible d'une centaine de microsecondes. À gauche, la chambre de combustion. Le diaphragme métallique dont j'ai parlé tout à l'heure, le système de déclenchement de cette combustion, le tube de 6 mètres de long, la membrane mylar, le pot de détente, l'espèce de capacité à vide montée sur roulette, une pompe, la bouteille d'argon, le manomètre, une autre pompe, le banc de condensateur et puis le commutateur ignitron pour 50 000 ampères, avec ici la bobine qui donnait 2 Tesla et cette tuyère de conversion MHD. Alors dans ces tubes à choc ont été effectués 2 types d'expériences. Dans les unes, on convertissait l'énergie cinétique du gaz en électricité. L'appareil donc fonctionnait comme un générateur MHD pendant une brève durée, mais il y a eu aussi des expériences très intéressantes d'accélération faites, et à ce moment-là, il fallait fournir de l'énergie qui était donnée par des condensateurs additionnels qu'on voit représentés sur cette image. Bon, donc voilà le type de l'expérience. L'onde de choc comprime cette espèce de grande colonne d'argon pour en faire une espèce de carotte qui est portée à une pression d'1 bar, alors que le remplissage au départ c'est quelques millimètres de mercure. La température est portée à 10 000 degrés et la vitesse est à 2700 mètres par seconde. Alors c'était un appareil finalement assez astucieux et assez commode, parce qu'à l'époque où cette conversion MHD se heurtait à des problèmes considérables de résistance des parois à la température,
Eh bien là, on avait un gaz qui circulait à 10 000 degrés dans une tuyère qui était en plexiglas et les électrodes étaient en cuivre rouge. Ce qui fait que quand les collègues étrangers venaient et voyaient ce genre de générateur qui crachait quand même 2 mégawatts, ça les laissait rêveurs, mais 2 mégawatts pendant 50 microsecondes, ce qui fait que le plexiglas n'avait pas le temps de souffrir et les électrodes en cuivre non plus. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un générateur MHD? Eh bien, ici on voit une tuyère à section constante flanquée de ces deux solénoïdes. Et puis, cette tuyère, eh bien, elle est munie d'électrodes segmentées. Là, elle est configurée comme un générateur, c'est-à-dire que chaque paire d'électrodes est reliée à une résistance de charge. Image suivante, on a placé cette tuyère dans l'entrefer des électroaimants. Comme le gaz déboule à une vitesse V et qu'il y a un champ magnétique transversal, eh bien, on a un champ électromoteur VB qui provoque le passage d'un courant avec une densité de courant J en ampères par mètre carré. Figure en bas et à gauche, on a représenté le sens du champ magnétique, le vecteur vitesse, et puis le champ électrique E, V vectoriel B, qui est dirigé vers le bas, et ici, 4 paires d'électrodes. Alors, ce courant électrique J, il se combine lui-même avec le champ magnétique pour donner une force de Laplace, et ça, c'est la figure qui est en bas et à droite. On voit le sens du vecteur J, du courant, et la force de Laplace qui ralentit le gaz. Et ça signifie simplement la chose suivante, c'est que l'énergie qu'on envoie dans cette tuyère, c'est de l'énergie cinétique. Le gaz arrive à vitesse V, donc c'est du 1,5 de rho V2. Et ce 1,5 de rho V2, on le transforme en électricité, donc il faut bien perdre de cette énergie cinétique, d'où la logique de cette force qui ralentit le gaz. Alors dans les générateurs MHD qui étaient employés dans le monde entier, comme on avait du mal à monter la température, il faut savoir que pour que ces générateurs aient pu fonctionner correctement, il aurait fallu que le gaz soit à 3000 degrés, c'est-à-dire la température d'un filament de lampe électrique. Et même les Russes, en utilisant des matériaux hyper sophistiqués, n'ont jamais pu dépasser 2500. Donc les températures étaient trop faibles parce que la conductivité électrique varie énormément en fonction de la température. Et le paramètre d'interaction, c'est-à-dire la fraction d'énergie cinétique qu'on arrivait à convertir en électricité, était assez faible. Sauf dans ce type de générateur où la conductivité électrique atteignait 3000 sieverts par mètre, du fait justement de cette très forte température. Mais c'était des générateurs qui pouvaient marcher en impulsionnel comme des canons, et non pas en continu, parce que rien n'aurait pu tenir à cette température de gaz de 10 000 degrés. Mais ce qui s'est passé, donc je vais revenir là, c'est que cette force ralentisseuse qui ralentit le gaz, eh bien, elle a agi sur le fluide. Et ici, sur cette figure, j'ai représenté ce qu'on appelle les lignes de Mach. Alors ça, c'est plus familier pour les gens qui connaissent un peu la mécanique des fluides. En supersonique, quand on a un petit objet comme ça qui est placé dans un fluide à une vitesse V supérieure à la vitesse du son, eh bien on a 2 mini-ondes qui partent, qui s'appellent des lignes de Mach. Et ce qu'on voit sur cette figure, du moins on le comprend qualitativement, c'est que plus la vitesse est grande et plus les ondes de Mach sont couchées dans le sens de la vitesse. C'est ce qu'on voit avec les 3 images, 1, 2, 3, de la partie droite de la figure. Donc ici, nous revenons à notre convertisseur MHD qui marche en générateur. J'ai représenté ici la tuyère avec le vecteur vitesse. On voit le vecteur champ magnétique, le vecteur champ électrique. À droite, j'ai mis un petit trièdre où on voit la loi d'Ohm, J égale sigma VB, c'est-à-dire que la densité de courant est égale à la conductivité électrique que multiplie le champ électromoteur. Et puis on a cette force JB qui ralentit le gaz. Et comme elle ralentit le gaz, vous avez vu tout à l'heure que ces ondes de Mach avaient un angle qui changeait. Eh bien, au fur et à mesure que le fluide est ralenti, flèche bleue de la gauche vers la droite, on voit ces ondes qui changent, dont l'angle change. L'angle de Mach change, elles ont tendance à se tasser un peu comme un accordéon. Voilà. Alors, dans les tuyères classique où l'interaction était assez faible, on peut dire que l'angle ne variait pratiquement pas, quoi. On extrayait quelques pourcents de l'énergie cinétique. Tandis que là, c'est beaucoup plus important. Alors, image d'après, ça c'est le convertisseur MHD qui marche à ce moment-là
En accélérateur. Alors, ici, dans la figure, vous voyez, j'ai mis une petite pile plus-moins, c'est-à-dire le condensateur qui injecte l'énergie. Comme il injecte l'énergie, la force de la place, elle est dirigée dans le sens de l'écoulement. Le fluide est accéléré, et à ce moment-là, ces courbes, les lignes de Mach, qu'on appelle aussi des caractéristiques, sont couchées. Alors ça, c'est l'idée essentielle, c'est-à-dire que dans un écoulement supersonique, quand on agit sur cet écoulement avec des forces de la place et qu'on agit suffisamment fortement, on modifie l'angle des caractéristiques. Et c'est dans la thèse de Bertrand Lebrun, dans les années 80, que j'ai fait émerger cette idée-là. Alors, en revenant maintenant au fonctionnement qu'on avait à l'Institut de mécanique des fluides dans les années 60, en 1965, eh bien, on avait une interaction tellement forte que les ondes de Mach qu'on voit représentées se tassaient, je vous dis exactement comme un ressort ou comme un accordéon, jusqu'au point où elles s'accumulaient. Or, l'accumulation des ondes de Mach, l'accumulation de ces caractéristiques, c'est ça qui crée les ondes de choc. Donc, dans les mesures qu'on a effectuées dans cette soufflerie, on obtenait par interférométrie en 1965 la présence d'une onde de choc. Alors évidemment, il a fallu un petit moment pour comprendre pourquoi il y avait cette onde de choc, parce que le ralentissement était tellement fort que cette onde de choc se formait et allait s'installer à l'entrée de la tuyère. Et ça, c'est le point de départ de dizaines d'années de recherche, et ça aurait été, si les Français l'avaient compris, le point de départ du début d'une nouvelle mécanique des fluides tout à fait extraordinaire, grâce justement à ce concept de l'action des forces de la place sur les écoulements supersoniques, mais qui n'a pas pu prendre son départ parce que personne n'a rien compris ou personne n'a rien voulu comprendre, quoi. Donc, là, je vous donne quelques chiffres, je crois qu'il faut les regarder. Ces forces de la place, je me rappelle que quand j'avais sorti quelques articles dans les années 75, un journaliste scientifique au Monde avait parlé de ces forces de la place et de cet effet Hall qui était incapable de soulever une feuille de papier cigarette. En fait, je crois qu'il n'avait pas du tout idée des ordres de grandeur. Prenez donc une densité de courant d'1 ampère par centimètre carré. Ça paraît beaucoup 1 ampère par centimètre carré, mais c'est 10 000 ampères par mètre carré. Si vous prenez ensuite un champ d'un Tesla, eh bien la force JB, qui est une force de volume, c'est 10 000 newtons. Et 10 000 newtons, ça fait 1 tonne par mètre cube. Alors vous savez que l'air, c'est quelque chose qui est assez peu dense. Vous imaginez qu'un mètre cube d'air, ça fait 1 kg 293. Vous mettez là-dessus une force d'1 tonne, vous avez une accélération de 1000 G. Donc, autrement dit, si vous agissez sur l'air avec ces forces de la place, eh bien, elles sont tellement puissantes qu'elles pourront passer outre aux forces d'inertie. Donc, la mécanique des fluides qu'on peut attendre avec un gaz qui se trouve piloté par les forces de la place est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de trouver. Bon, malheureusement, quand les idées... alors, à partir de là, a émergé une idée, si, je vais revenir un petit peu à la figure qui se trouve là, si on peut créer une onde de choc avec des forces de la place, avec ces ordres de grandeur, avec tant d'ampères par mètre carré, tant de Tesla, etc. Évidemment, ce sont des champs qui correspondent à des Tesla. C'est pas avec un aimant de couturière de 200 Gauss qu'on va faire quelque chose. Eh bien, il était logique de penser qu'on pourrait peut-être supprimer les ondes de choc qui se produisent autour d'un objet déplacé à vitesse supersonique, et même, au-delà de les supprimer, même les empêcher de se former. Et il aurait fallu comprendre pourquoi elles se formaient. Bon, ça, on le savait déjà. Donc, quand j'ai eu ces idées-là, je n'étais plus à une mécanique des fluides et je n'avais plus cette soufflerie chaude. C'était important d'avoir une soufflerie chaude parce que justement, à cette forte température, le gaz est des conducteurs d'électricité. Vous savez très bien que les gaz, c'est des isolants. Et par la suite sera évoquée une expérience qui est faite dans une soufflerie à gaz froid. Il fallait créer cette ionisation, cette richesse en électrons libres de manière extérieure. Là, c'était tout de suite fait à 10 000 degrés. L'argon était très conducteur, alors que l'argon est beaucoup moins conducteur que l'air, quoi. Donc, n'ayant pas de soufflerie, j'ai imaginé essayer de passer à des simulations hydrauliques.
Et quand j'étais élève à l'École supérieure d'aéronautique, eh bien, on faisait des expériences dans ce qu'on appelait des bassins à simulation hydraulique. Et le bonhomme qui dirigeait tout ça, c'était le professeur Malavard. Bon, il est mort maintenant, mais il était assez connu. Et effectivement, il se passe la chose suivante, c'est que quand vous prenez un liquide à surface libre, comme l'eau d'un étang, eh bien, à gauche, vous avez un bouchon de pêcheur à la ligne qui est agité, et ce bouchon de pêcheur à la ligne, il engendre le départ d'ondes circulaires qui se propulsent avec une vitesse qui est l'équivalent de la vitesse du son. Alors ça, vous pouvez faire cette expérience vous-même dans votre baignoire ce soir. Vous prenez un cure-dent, un objet, une allumette, un objet de petit diamètre, comme ça. Bon, si vous l'agitez, vous faites partir ces petites ondes qui vont partir à 7-8 cm à la seconde. Et puis après, si en faisant ça, vous déplacez l'allumette à une certaine vitesse, eh bien si cette vitesse est inférieure à la vitesse des ondes de surface, il se passera ça. Et ce que vous remarquerez, c'est que la surface du liquide restera plane. Et maintenant, si vous dépassez cette vitesse, vous avez la figure de droite, qui est cette figure des ondes de Mach, c'est-à-dire ce que vous allez créer en déplaçant votre objet et en lui faisant engendrer des ondes sonores à une vitesse qui est inférieure à la vitesse de déplacement de l'objet. Alors là, on comprend plus facilement et plus nettement cette analogie. En bas et à droite, j'ai un profil d'aile lenticulaire, un profil d'aile plat, qui est déplacé en vitesse supersonique. En vitesse supersonique, on a donc deux systèmes d'ondes de choc qui vont se créer. En A, on a des ondes de choc obliques frontales, et puis en B, les ondes de choc qu'on appelle les ondes de culot. Puis alors, en haut et à gauche, vous avez l'équivalent qui est la carène d'un bateau, un bateau qui a une étrave bien aiguë et également une poupe bien aiguë. Et à ce moment-là, vous avez en A une vague d'étrave et en B une vague de culot. Et vous remarquerez qu'entre A et B, j'ai représenté la ligne de flottaison. Et en dessous, si vous regardez un bateau qui navigue comme ça, vous verrez que l'eau descend en dessous de la ligne de flottaison. Et cette hauteur d'eau en hydraulique, c'est l'équivalent de la pression pour les gaz. C'est-à-dire qu'en A, vous avez une vague d'étrave qui monte la hauteur de l'eau, et ensuite la forme de la carène accélère l'eau, et la pression, c'est-à-dire la hauteur d'eau diminue, et on pourrait dire que le principe de la mécanique des fluides, c'est que vous êtes prié de laisser le fluide dans l'état où vous l'aviez trouvé en entrant. Donc le bateau pénètre dans l'eau, il perturbe la masse liquide, et la vague B permet de retrouver la hauteur d'eau générale qui a été altérée entre A et B. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut supprimer des vagues d'étrave devant une maquette qui est mise dans un courant fluide à une vitesse supérieure à la vitesse des ondes de surface, c'est-à-dire dans ce type d'analyse hydraulique. Et quand je reviens à cette image-là, en haut et à gauche, c'est très exactement ce qu'on faisait à l'École supérieure d'aéronautique avec Malavard, et on avait ce qu'on appelait des cuves à analogie hydraulique. Et à l'école, en 58-59, tous les élèves avaient des TP là-dessus parce que les ordinateurs n'existaient pas. Il y avait des ordinateurs, mais c'était des objets de prix qui existaient dans des sanctuaires complets. Il n'était pas question de travailler avec un clavier, donc on avait ce genre de choses-là. C'était un peu des ordinateurs analogiques. Alors, dans cette idée-là, on a imaginé un accélérateur MHD très simple, que vous pouvez construire avec un simple aimant, vous voyez, en verre, là, l'aimant nord-sud. Et cet aimant, on le dote de 2 électrodes, et ces électrodes font produisent un courant électrique dans de l'eau, et pour que le courant passe plus facilement, il est opportun de mettre un petit peu d'acide, ou du sel si on n'a pas d'acide, mais enfin c'est mieux avec un peu d'acide chlorhydrique. À ce moment-là, parce que l'eau pure est un isolant, et à ce moment-là, le courant électrique passe dans ce système-là. En haut et à droite, vous avez l'aimant, et vous voyez comment les lignes de champ magnétique contournent l'aimant et sont pratiquement parallèles à ces génératrices à proximité de l'objet. Alors, en combinant la figure centrale où on a le sens du vecteur J, la façon dont passe le courant, et ce champ magnétique, eh bien on obtient des forces qui sont représentées dans la figure en bas et à droite. Alors regardez-les avec attention.
j'ai mis 4 petites flèches qui montrent l'endroit où ces forces sont les plus importantes. Donc ces forces, elles accélèrent le fluide au niveau des électrodes. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'elles le ralentissent en amont. C'est-à-dire que tel que j'ai présenté cette maquette, le liquide est censé arriver de la gauche vers la droite. Donc quand il arrive de la gauche vers la droite, effectivement, il est accéléré au passage au niveau des électrodes, mais il est ralenti avant. C'est-à-dire que, autrement dit, au lieu d'avoir ce liquide qui va frapper la maquette sans être averti, eh bien, il y aura eu un premier ralentissement qui aura été fait. Avant de commencer par l'interaction entre une maquette et un écoulement fluide, eh bien, on s'est posé la question de ce qui se passait lorsqu'on faisait agir une maquette dans un flux de repos ou à très faible vitesse. Alors, ça correspond à cette image-là, et malheureusement, on n'a que cette photo, ce qui fait qu'on voit assez mal ce qui se passe sur l'aval. Donc, l'écoulement s'effectue de la gauche vers la droite. Et à gauche, on voit très bien que l'accélération au niveau des électrodes provoque une succion du fluide sur la partie antérieure. Et à l'arrière, ce qu'on voit malheureusement mal, c'est qu'il n'y a pas de sillage turbulent. Et ça, c'était déjà en soi un résultat très intéressant, parce que quand on met un cylindre dans un fluide, que ce soit un liquide ou un gaz, derrière, il y a un sillon de tourbillon alterné, de tourbillon de von Karman. Enfin, c'est très très turbulent. Donc, on pouvait répondre à la question, peut-on supprimer un sillage turbulent avec les forces de la place? La réponse est oui. Et ça, on a trouvé ça en 1976. Alors, l'expérience qui nous tenait à cœur après, c'était est-ce qu'on peut agir sur les vagues d'étrave? Donc là, vous avez toujours la petite maquette cylindrique avec son sillage turbulent, la turbulent wake, à droite. Et cette fois-ci, la maquette est placée dans un écoulement fluide à une vitesse supérieure à la vitesse des ondes de surface. Donc, vous vous rappelez que ces ondes de surface cheminaient à quelques centimètres à la seconde. Donc, pour être en supersonique, il suffisait de faire arriver l'eau à 8-10 cm seconde de la gauche vers la droite pour obtenir ce système d'ondes. Alors, ce système d'ondes sur ce cylindre, c'est ce qu'on appelle une onde détachée par rapport à ce qui se formait au voisinage de l'étrave du bateau. Là, on a une onde attachée. Dans un bateau qui a une étrave assez aiguë, les vagues d'étrave partent directement de l'étrave. Mais si au contraire, l'objet est arrondi, eh bien, l'onde se détache. Ça se passe exactement de la même façon en aéronautique. Quand vous avez la navette spatiale qui rentre dans l'atmosphère, elle a un nez arrondi, l'onde de choc est détachée, carrément. Et là, en bas, vous avez une coupe en profil où on voit cette petite maquette avec cette barre noire qui représente une de ces électrodes. L'eau est soulevée à la partie amont. Il y a décroissance et puis de nouveau, on a une onde de culot qui remet la surface de l'eau à sa hauteur initiale. Bon, maintenant, pour arriver à agir sur cette configuration hydraulique, il fallait un paramètre d'interaction important. C'est-à-dire qu'il fallait que les forces de la place soient suffisamment intenses pour pouvoir justement s'avérer supérieur aux forces d'inertie, à l'énergie cinétique du fluide, donc à son 1,5 de ρV2. Donc ça correspond à cette fraction JBL sur 1,5 de ρV2. Et en hydraulique, dans de l'eau, on est très limité parce que pour la densité de courant, parce que si la densité de courant dépasse 1 ampère par centimètre carré, on a une électrolyse pas possible, qu'on voyait d'ailleurs. Cette électrolyse, vous la voyez à la partie supérieure, cette espèce de bouillonnement blanc qui correspond aux bulles. Donc on n'échappe pas à l'électrolyse, et ça c'est ce qu'on aura avec une densité de courant assez faible, mais si on l'augmentait, l'électrolyse masquerait complètement le phénomène. Donc il faut éviter cette électrolyse, donc ça nous limite en densité de courant J, et avec une vitesse de 8 cm par seconde, eh bien il fallait un champ de 2 Tesla. Un champ de 2 Tesla et en plus un champ continu, on ne pouvait pas opérer en impulsionnel. Donc il a fallu se procurer un électroaimant de 250 kg qui a eu
malheureusement, qui m'a envoyé à l'hôpital pendant de nombreux mois, parce que il m'est tombé dessus. Donc là, vous voyez les bobines de cet électroaimant avec ces pièces focales qui permettent de focaliser le champ magnétique dans une petite région. Disons que ces 2 Tesla, on les avait dans quelques centimètres cubes. Parce que vous voyez, les Tesla, ça pèse lourd, ça coûte cher, ça demande des intensités importantes. Mais ce qui s'est passé, à gauche, on retrouve le schéma des forces avec la force ralentisseuse tout à fait en amont, les forces accélératrices. Eh bien, on a supprimé d'un seul coup, la vague d'étrave, mais on n'a pas supprimé la vague de culot. Et dans la figure en haut et à droite, vous avez une petite zone indiquée en pointillé qui représente une dépression. Et là, vous avez vu tout à l'heure que dans la figure qu'on avait représentée plus haut, on va revenir très rapidement ici, on voyait qu'on arrivait à faire un effet de succion sur la partie antérieure. Bon, cet effet de succion, on la retrouve ici, et à ce moment-là, le liquide descend et prend sa hauteur, la hauteur d'eau diminue. Et si on se place à ce moment-là dans un gaz et qu'on pense que cette analogie hydraulique nous donne une idée de ce qui peut se passer dans un gaz, mais non seulement on supprimerait l'onde de choc frontale, y compris devant un objet émoussé, pas forcément devant une aile d'avion effilée, eh bien on pourrait créer une dépression devant l'appareil, ce qui fait que ça débouche sur ce que j'avais utilisé cette image. Il y a 3 façons de voler. La première, c'est de battre des ailes, c'est-à-dire d'envoyer l'air vers le bas. La seconde, c'est la propulsion par réaction. Et devant vous, vous avez la préfiguration de la 3e façon de voler, qui consiste à aspirer le fluide devant soi, et même de créer un vide partiel, quoi. Donc à ce moment-là, on imagine quelle performance on peut y avoir avec des machines qui puissent créer leur propre tunnel d'air raréfié devant elles, au lieu de subir au contraire un échauffement considérable à cause des ondes de choc. Bon, tout ça, ça a été présenté 6 ans plus tard à un colloque à Moscou en 1983, ma foi, j'ai dû me rendre à ce colloque à mes frais. Et je peux même raconter pour la petite histoire que à l'époque, le seul hôtel où on pouvait aller à Moscou, c'était l'hôtel national. Un de mes amis m'a dit que c'est parce que c'était le seul qui était complètement équipé avec des micros, peut-être, mais il était très cher. Et avec l'argent dont je disposais, le mien, je pouvais me payer qu'une chambre avec le petit déjeuner. Et je m'étais dit, bon, je vais peut-être pouvoir me débrouiller pour trouver un restaurant à côté. Ça n'a pas été possible. Ce qui fait que pendant tout le colloque, j'ai fonctionner en mangeant ce que je pouvais prendre au libre service du petit déjeuner, ce qui n'est pas très agréable. Et à cette époque-là, j'avais déjà participé à d'autres congrès avant, toujours à mes frais. J'ai dit que ce serait le dernier, parce que j'essayais d'imaginer l'état d'esprit d'un chercheur qui se retrouve obligé de manger des croissants pendant toute la journée et de s'absenter au moment du déjeuner parce qu'il n'a pas les tickets pour... bon. Alors, ma foi, là, on voit l'idée clé. Je vous ai présenté tout à l'heure les ondes de Mach, ce qu'elles avaient d'essentiel, et ces ondes de Mach, vous pouvez les visualiser dans votre baignoire, mais si vous avez un caniveau près de chez vous, avec de l'eau qui s'écoule, eh bien quand vous regardez ce caniveau, vous verrez des petites vaguelettes comme ça inclinées qui partent du trottoir et qui représentent ces ondes de Mach qui sont l'analogie. Et si le trottoir est droit, il ne se passe rien. Mais si le trottoir s'incurve, tourne à droite ou à gauche, vous verrez ces ondes de Mach, ces ondelettes qui changent, et lorsqu'elles se télescopent, apparaît une vague. Et il se passe la même chose en mécanique des fluides. Lorsqu'on fait un calcul mathématique, à ce moment-là, de la géométrie de ces ondes de Mach, on voit qu'elles ont tendance à s'incliner vers l'amont, vers l'aval, et quand elles s'inclinent et qu'elles se télescopent, eh bien ça, ce sont les lieux de naissance des ondes de choc. Disons que les ondes de choc, ce sont les endroits où les ondes de Mach ont tendance à s'accumuler, exactement comme les caustiques en optique. Donc l'idée, vous la trouvez à droite, puisqu'on peut, par la MHD, agir sur les ondes de Mach, eh bien, à ce moment-là, pour éviter que les ondes de choc ne se produisent, il faut maintenir le parallélisme de ces ondes, comme ce qui est représenté à droite. Et si vous regardez bien sur la figure de gauche, il faut
passer un petit moment pour la détailler. Vous voyez que l'onde commence par se redresser. Donc ça signifie qu'il faut accélérer. Il faut coucher l'onde de Mach. Donc à ce moment-là, on va avoir des électrodes accélératrices. Par contre, au voisinage du mètre couple de ce profil, on a un éventail de détente. En supersonique, les ondes de choc ont tendance à se coucher, et puis elles se couchent trop. C'est pour ça qu'il y a une onde de choc de culot qui les remet dans leur situation générale. Donc, à partir de ce schéma-là, on peut tout de suite imaginer, avant de faire la moindre expérience, qu'il faudra faire trois choses. Il faudra accélérer au voisinage de la partie avant de la machine. Sur les côtés, il faut ralentir, et à la fin, il faut accélérer de nouveau. Ce qui fait que si on prévoit une expérience, eh bien là, on la schématise dans la figure qui est en bas et à droite. On aura trois paires d'électrodes. On aura des électrodes accélératrices près du bord d'attaque d'un profil d'aile. On aura une électrode retardatrice au voisinage du mètre couple. Et de nouveau, on accélère. Alors, si vous revenez sur ce que j'ai présenté tout à l'heure, vous avez vu que lorsque on retarde un fluide, en fait, on lui prélève de l'énergie, c'est-à-dire que c'est lui, il fonctionne en générateur. Ce qui fait que dans une expérience de ce genre-là, si le gaz est suffisamment ionisé, si tout fonctionne bien, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'alimenter ces électrodes qui ralentissent. On les met simplement en court-circuit, ou du moins elles produisent de l'électricité, et en produisant de l'électricité, elles vont ralentir le gaz. Et en produisant de l'électricité, cette électricité peut être transmise aux électrodes qui sont au bord de tac et au bord de fuite. Alors on serait tenté de se dire, mais à ce moment-là, j'ai un système qui ressemble à un mouvement perpétuel, c'est-à-dire que j'ai une paire d'électrodes qui va produire de l'électricité qui va être consommée par les autres. Ben oui, ça porte maintenant un mot, on appelle ça MID bypass, c'est-à-dire qu'on prend l'énergie quelque part et on la remet à l'autre endroit, et simplement le prix à payer c'est l'effet Joule, c'est pas gratuit, c'est-à-dire que de toute manière comme vous faites passer le courant dans le gaz, vous avez un dégagement de chaleur dans le gaz, donc la différence des deux énergies c'est l'effet Joule, mais on voit qu'il faut dépenser moins d'énergie que prévu. Et ce concept de MHD bypass c'est apparu il y a quelques années. Je crois que le public le connaît assez mal. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais vous avez dans un turboréacteur ce qu'on pourrait appeler mechanical bypass, c'est-à-dire un bypass mécanique. Effectivement, dans un turboréacteur, vous avez une turbine à l'arrière et un compresseur à l'avant. Vous avez besoin du compresseur pour comprimer l'air, pour que la combustion se fasse mieux. Et pour ça, il faut fournir de l'énergie. Et cette énergie, vous la prélevez à partir de la turbine qui se trouve à l'arrière. Et là, le bypass, la transmission, elle est immédiate, c'est l'arbre de transmission. Mais vous voyez bien que conceptuellement, on prend de l'énergie à l'arrière, on l'envoie à l'avant. Et là, bien, on prend de l'énergie au milieu et on l'envoie à l'avant et à l'arrière, plus un petit adjoint. Alors, si on se met maintenant en analogie hydraulique, je vous ai dit tout à l'heure que l'analogue de la pression, c'était la hauteur d'eau. Eh bien, si j'avais cette maquette et que je veuille supprimer les vagues d'étrave et les vagues de culot, je pourrais la doter de 3 électrodes et à ce moment-là, accélérer au voisinage de l'étrave, accélérer au voisinage de la poupe et au contraire, ralentir sur les flancs du navire de manière à garder la hauteur d'eau au niveau de la flottaison. Ce qui fait qu'en dehors d'un petit sillage turbulent derrière, je n'aurais pas de vagues. J'aurais un navire discret. Donc, on voit donc qu'à partir de ces idées-là, qui sont confirmées par l'analogie hydraulique, la mécanique des fluides peut être, on peut dire, répartie en 3 domaines distincts. Alors, jusqu'à présent, eh bien, on distinguait les fluides subsoniques, dans lesquels il n'y a pas d'onde de choc, et puis les fluides supersoniques, dans lesquels il y a des ondes de choc. C'était les 2 seuls milieux. Mais maintenant, il faut rajouter un 3e domaine, qui est le domaine des écoulements supersoniques, qui sont contrôlés par les forces de la place, par la MHD, dans lequel il n'y a pas d'onde de choc et il n'y a pas de turbulence. Bon, ces idées-là, moi, je les ai lancées dès le milieu des années 70. J'avoue qu'avec le recul, il aurait fallu créer un institut de mécanique des fluides contrôlés par la MHD. Ça aurait été passionnant sur le plan simplement de la mécanique des fluides fondamentale, quoi. Et
ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque ces idées ont été formulées, elles n'ont pas été comprises. Je me rappelle très bien d'un astrophysicien qui était spécialisé en ondes de choc, qui s'appelait Couturier, et qui m'a dit, mais tes ondes de choc, il faut bien que tu les retrouves quelque part. Pour ces gens-là, les ondes de choc étaient obligatoires, quoi. Et dire qu'on pouvait s'en passer, c'était une idée tellement neuve qu'elle passait pas. Alors, bien entendu, il y avait aussi une chose qui émergeait en arrière-plan derrière tout ça, c'est que il y a des tas de gens dans la campagne qui voyaient des objets qui se déplaçaient à des vitesses visiblement supersoniques et qui ne faisaient ni bruit ni onde de choc. Et ça permettait à ce moment-là au professeur Schatzman, qui était président de l'Union rationaliste, de dire ces objets ne peuvent pas exister parce que à la vitesse à laquelle ils vont, ils devraient faire une onde de choc. Or, ils n'en vont pas, donc ils n'existent pas. Donc là, on voit bien qu'il y avait une charge émotionnelle, épistémologique considérable, qui dépassait largement le simple point de vue du théoricien. Donc, j'ai réussi à intéresser Pierre Papon, qui était directeur général du CNRS à l'époque, et Michel Combarnous, qui était directeur du département sciences physiques de l'ingénieur. Je me suis adressé directement à eux. Je me rappelle que je me suis adressé à Pierre Papon pendant une garden party à Aix. Et j'ai dû employer des arguments assez convaincants. Ces expériences-là avaient été démarrées dans des conditions assez surréalistes, puisqu'à l'époque j'étais à l'Observatoire de Marseille, et tout se jouait dans une chambre de bonne. Et Papon avait beaucoup soupiré, en disant que la recherche était quelque chose de très difficile à gérer. Et j'ai dit, si vous ne faites rien, j'ai Paris Match qui vient la semaine prochaine, et je leur fais visiter ce laboratoire. C'est vrai que pour faire des séances de simulation hydraulique, il fallait pratiquement rien, quoi. Imaginez que ce plan d'eau, c'était un montage qui était fait en plexiglas, et la pompe à eau était une perceuse qui actionnait une petite pompe de jardin, quoi. C'est tout, en circuit fermé. C'était 3 fois rien, mais avec ça, on avait fait des expériences intéressantes. Donc, Papon a décidé de m'aider. Le contexte était, je crois qu'il faut en dire quelques mots, un garçon qui s'appelait Bertrand Lebrun, qui avait fait l'école des arts et métiers, était venu me trouver en disant « j'aimerais faire une thèse avec vous ». Je dis, je crois que, vu le contexte et la température d'ébullition qui semble se manifester autour de ces sujets, vous risquez d'avoir des ennuis. Il m'a dit, ça m'est égal, j'ai envie de m'amuser un peu. Bon, il s'est inscrit en DEA, en diplôme d'études approfondies. Ensuite, il a eu de très bonnes notes avec tout ce travail-là. On avait déjà commencé à faire des travaux théoriques assez avancés dans ce domaine. Et lorsqu'il a voulu, il était donc le premier de son DEA, et quand il y a dans le diplôme d'études approfondies, il y a une douzaine d'étudiants, et les 2 ou 3 meilleurs ont des bourses d'études et peuvent faire une thèse de doctorat qui s'appelait à l'époque le 3e cycle dans un laboratoire de la région. Et là, la réponse est arrivée assez surprenante. Il est impossible que M. Lebrun puisse bénéficier d'une bourse parce que les laboratoires de la région ne sont pas intéressés par ce sujet. Bon. Alors, ses parents lui ont dit, ça fait rien, on va essayer de t'aider un peu pendant 2 ans et tu n'as qu'à faire cette thèse sans bourse. Et là, il est allé s'inscrire de nouveau et on lui a dit que le conseil doctoral de mécanique des fluides, qui était dirigé par un monsieur qui s'appelait Coantic, a refusé l'inscription en thèse. Et alors là, moi j'ai senti le sol vaciller sous mes pieds parce que, étant chercheur au CNRS, cette thèse c'était modification du champ des courbes caractéristiques autour d'un profil par l'action de force de Laplace, avec quelque chose de tout à fait sain. Et j'ai été voir M. Coantic, je lui ai dit, mais comment se fait-il que ce sujet a été refusé ? Que l'inscription a été refusée. Il m'a dit, elle a été refusée, mais je peux vous rassurer, c'est pas pour des raisons scientifiques. Donc, on était dans un contexte universitaire, et cette phrase-là avait quelque chose d'un peu déconcertant. Donc, je m'en suis confié à Combarnous et à Papon,
Et ils m'ont dit, écoutez, pour calmer la situation, votre thésard va s'inscrire en département de mathématiques appliquées. Alors ça n'était pas des mathématiques appliquées, mais j'avais pas le choix, et Combarnous a donné une bourse d'ingénieur docteur à Lebrun. Il s'est inscrit dans ce domaine-là, tout s'est bien passé, la thèse s'est bien effectuée, etc. Et puis après, il y a eu transformation de cette thèse en thèse d'État, en thèse de doctorat d'État. Là, le problème s'est retrouvé au moment de la soutenance, j'en parlais tout à l'heure. Mais pour obtenir un résultat, il fallait faire des simulations sur ordinateur. Alors, de nos jours, quand vous allez dans n'importe quel congrès, on vous montre de belles images colorées qui représentent des résultats de simulation sur ordinateur. Et les ordinateurs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux qu'on utilisait au début des années 80. Voilà l'ordinateur type des années 80, c'est le Macintosh qui avait une horloge de 2 MHz et qui avait une mémoire centrale de 512K, ce qui ferait hurler de rire tous les informaticiens de nos jours. Mais on avait que ça à notre disposition, on était tout contents parce que le CNRS nous avait payé un Macintosh. Et avec un Macintosh, il était absolument impossible de faire des calculs de simulation parce qu'une machine beaucoup trop lente. Un Macintosh, oui, mais si on pouvait en utiliser 6. Donc, on avait des camarades qui avaient aussi des Macintosh, et à ce moment-là, on a été les premiers à mettre en route une technique multiprocesseur. Vous savez que dans les systèmes multiprocesseurs qui vont très vite, l'ordinateur a plusieurs processeurs qui travaillent en parallèle et qui échangent leurs informations. Là, on avait 6 Macintosh qui travaillaient en parallèle et ils échangeaient leurs informations avec un vecteur qui était la petite disquette 3 pouces, un quart que vous voyez à gauche, et le vecteur, c'était le brin sur sa moto. Donc, en faisant ça, on a pu obtenir ce résultat. Ça a beaucoup fait rire Combarnous, d'ailleurs, parce que quand il a vu une chose pareille, il a dit, mais comment avez-vous réussi à faire ce calcul avec un Macintosh? Il dit, non, on a utilisé 6. Là, c'est assez amusant. Bon. Et alors, le résultat, vous le voyez, c'est la thèse de doctorat de Lebrun. Effectivement, vous voyez qu'il y a 2 familles de caractéristiques. Quand on représente ces ondes de Mach, chaque petite perturbation crée 2 ondes de Mach qui forment une espèce de V. Et en faisant agir ces forces qui sont représentées par les électrodes qu'on voit en bas, voilà le résultat obtenu par Lebrun. Et il n'y a aucun croisement de caractéristiques. Donc dans un écoulement comme celui-là, on pouvait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'onde de choc. C'est-à-dire c'est pas qu'on supprime les ondes de choc, c'est qu'on les empêche de se former. Les ondes de choc se formeraient si, comme on le voit à gauche, les caractéristiques, les ondes de Mach se télescopent. Et là, elles ne se télescopent pas, donc pas d'ondes de Mach. Donc, quand on a obtenu ce travail-là, tout le monde était assez content. On a envoyé ça à un congrès scientifique international qui se tenait au Japon à Tsukuba, qui était le centre mondial de l'MHD à l'époque. Ça a été publié au journal de mécanique, qui s'appelle maintenant The European Journal of Mechanics. Enfin, les choses se passaient tout à fait bien. Et Combarnous m'a dit, vous êtes content? Je dis oui, mais maintenant on aimerait faire des expériences. Ah bon, en plus, vous voulez faire des expériences? Mais bien sûr qu'on veut faire des expériences. Et quelles expériences? Eh bien, rappelez-vous, en revenant au début de cet exposé, cette histoire de tube à choc, de soufflerie en onde de choc, là, on avait une soufflerie qui crachait de l'argon avec à 10 000 degrés, donc conducteur d'électricité. Eh bien, si on mettait un profil dans cette veine, sans action de la MHD, on verrait se former les ondes de choc en question, et ça, tout le monde l'avait fait 100 fois, quoi. Je veux dire que c'était facile de mettre ça en évidence par stéréoscopie, interférométrie, etc. Et si au contraire, on faisait agir la MHD, eh bien, ces ondes de choc devaient disparaître. Donc là, on avait une expérience qui fonctionnait partout ou rien. Et moi, je vous dirais la chose suivante, et ça continue maintenant. J'ai toujours préféré les expériences qui marchent au premier essai, parce que ça évite de perdre du temps. Vous savez, c'est comme Hannibal dans l'agence Touriste qui dit « J'aime quand il y a un plan se déroule sans anicroche ». Moi, je dirais « J'aime bien quand les expériences marchent au premier essai, parce que comme ça, on n'est pas embêté ». Donc là-dedans, tout avait été calculé au petit poil par Lebrun. Et en fait, j'ai dit à Combarnous que cette thèse, eh bien, ça représentait le calcul de cette expérience. Et moi, je suis convaincu que si on avait pu mener cette expérience correctement, comme je suis un bon théoricien, elle aurait effectivement fonctionné au premier essai, comme celle que j'avais fait
en 65 à l'Institut de mécanique des fluides, mais ça je ne vais pas revenir sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose d'annexe. Alors, il nous fallait un tube à choc. Il n'y en avait plus à Marseille et Combarnous s'est mis à chercher les laboratoires de mécanique des fluides de France et de Navarre qui possédaient encore ces souffleries à gaz chaud. Et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, quand je me suis pointé dans les laboratoires, j'ai dit, ce sujet de recherche intéresse le CNRS qui offre de l'argent et des postes. Et j'ai eu cette réponse que je n'ai jamais entendue toute ma carrière, qui est en général, ça va, on a tout ce qu'il nous faut. Et il a eu cette phrase, je crois que je vais quand même la reproduire parce qu'elle est vraiment intéressante. Le seul laboratoire dont je ne me vois pas jeter dehors avec vos idées à la con est un laboratoire de Rouen, dirigé par le professeur Valentin. Prenez contact. Donc on a pris contact avec ce laboratoire de Rouen qui avait un tube à choc et le CNRS était donc disposé à financer ces recherches avec un contrat du ministère de l'Industrie. Et le garçon qui s'occupait de son tube à choc, c'était un maître assistant qui s'appelait Claude Thénard. Les choses se passaient finalement assez bien. Puis ça a commencé à mal tourner à cause de l'action d'un personnage qui est Gilbert Payan, polytechnicien, qui était un peu le go-between avec les militaires. Et ma foi, on a compris ça seulement assez tard. Cette idée-là est aussi chargé d'aspect défense, parce que vous savez que les missiles de croisière cheminent à 900 km/h au ras des pâquerettes, et s'ils ne vont pas plus vite, c'est parce qu'ils seraient en supersonique, et en supersonique, ils mangeraient trop d'énergie, et surtout, ils ne seraient pas discrets. Donc, pour un militaire, se promener à vitesse supersonique ou même hypersonique sans onde de choc, c'est une arme. Donc là, déjà, vous voyez tout de suite apparaître dans ces recherches de MHD le côté armement. Et ça va peser très lourd dans tout ce qui va suivre, dans toute cette histoire. Et il y a cette espèce de hiatus. Les militaires sont très intéressés, mais ils veulent développer ça dans un contexte militaire. Moi, j'ai d'ailleurs jamais été directement sollicité pour ça, mais de toute manière, je veux dire, travailler à fabriquer des armes, c'était pas mon truc. J'avais commencé par être ingénieur à l'SEPR, dans les fusées à poudre qui devaient alimenter les missiles de sous-marins nucléaires, ce à quoi j'avais absolument pas réfléchi. Quand je me suis aperçu de ça, j'ai dit, oh là là, il faut que tu t'en ailles immédiatement. Donc j'ai quitté ce milieu-là. Donc les militaires savaient que je voulais pas travailler dans un cadre militaire. Et pour eux, ces recherches-là ne pouvaient être effectuées que dans un cadre secret défense. Donc, lorsque ce contrat avec l'université de Rouen se développait, Thénard m'a dit ça ne pourra se faire que si tu ne figures pas dans le contrat. Alors, c'était un peu embêtant vu que j'étais quand même un peu à la tête de cette histoire. Et je me suis dit on n'a pas le choix. Et le contrat donc a été mis en route et le financier du laboratoire qui s'appelait Trinité, il doit être à la retraite, mais s'il entend ça, ça le fera beaucoup rire. Lorsque son directeur, qui s'appelait, je ne sais plus comment, s'est tourné vers lui en disant « Qu'est-ce que vous pensez du montage de ce contrat ?» Et il y a eu cette phrase que je n'oublierai jamais, « Le bateau coule normalement ». Parce qu'effectivement, monter un contrat dans lequel le gars qui est à l'origine des idées, qui est capable de piloter le contrat de A à Z n'est pas présent, c'est complètement absurde. Et alors, après, on est allé au comble de l'absurdité. J'avais donc cet étudiant qui avait fait une thèse de doctorat. Je vais quand même là donner un petit clin d'œil justement sur ce qui s'est passé à l'issue de sa thèse de doctorat. Il avait passé une thèse de 3e cycle en mathématiques appliquées, mais ça n'était pas des mathématiques appliquées. On ne pouvait pas continuer dans ce cadre. Il fallait absolument retourner en mécanique des fluides. Et là, on s'est heurté de nouveau à cette hostilité, bien qu'il y ait des travaux publiés dans des revues et comités de lecture, des présentations dans les congrès, eh bien, il était exclu que ce travail puisse être publié, présenté sous forme de thèse dans le cadre de mécanique des fluides. Et la direction du CNRS m'a dit normalement,
on a un certain moyen de pression sur ce laboratoire. Il y en avait 3. Il y avait l'Institut de la turbulence, il y avait l'Institut de mécanique des fluides et il y avait un autre institut à Saint-Jérôme, à Marseille. Et les 3 directeurs avaient menacé de démissionner en bloc si on les contraignait à accepter ce sujet de thèse. Alors, je crois qu'il faut raconter cette histoire-là parce que ça va révéler un petit peu à l'internaute les mécanismes de fonctionnement de l'université qui défient l'imagination. À l'époque, Jean-Marie Souriau, mathématicien qui est décédé cette année, m'a dit, écoute, il y a une solution, c'est que tu envoies la thèse au président de l'université et il va soumettre cette thèse à son conseil scientifique. Et le conseil scientifique choisira le point d'atterrissage de cette thèse. Donc, on suit cette procédure administrative. Le manuscrit de thèse est envoyé au président de l'université, qui le soumet au conseil scientifique. Et puis, des mois après, on n'a toujours pas de réponse. Et j'appelle la secrétaire en lui disant alors quelle était la décision. Et elle me fait cette réponse. Elle me dit, le conseil scientifique n'était pas très chaud. Je dis, mais madame, ça veut dire qu'on ne peut pas être chaud. C'est oui, c'est non. Et là, j'ai un camarade qui s'appelle, j'ai oublié son nom, qui est à Poitiers, qui m'a dit, écoute, viens soutenir ça chez nous à Poitiers, sinon tu vas devenir fou. Lui, il était président du conseil doctoral de mécanique des fluides de Poitiers, donc on s'est donc transporté à Poitiers et la thèse a été soumise à Poitiers. Et en même temps, la bourse de Lebrun est arrivée à échéance. Alors, je ne sais pas si vous voyez, dans ce que j'ai présenté là, c'est pas rien. Tout d'un coup, on invente une nouvelle mécanique des fluides supersoniques. Ça mériterait un brin d'intérêt de la part de la communauté scientifique. Un type soutient une thèse, obtient un résultat essentiel, c'est publié dans des journaux, c'est accepté dans des congrès comme le Japon et le congrès de Pékin, mais évidemment on n'a pas pu aller ni au Japon ni à Pékin parce qu'on n'avait pas d'argent. J'ai demandé au CNRS de l'argent pour aller au congrès du Japon et on m'a accordé 4 000 euros, ça doit faire quelque chose comme 4 000 francs, ça doit faire 800 euros, quelque chose comme ça. Et comme je donnais pas suite à ça, vu que le billet d'avion coûtait presque le double, la secrétaire m'a téléphoné en disant quelle décision prenez-vous? J'ai dit écoutez, j'ai trouvé un dériveur d'occasion, je vais acheter des boîtes de conserve et si je pars maintenant, j'ai des chances d'arriver au Japon à temps. Enfin bon, on va pas à un congrès au Japon avec 800 euros, c'est pas possible quoi. Donc de ce côté-là, ça battait de l'aile terriblement. Et puis la bourse de Lebrun arrivait à expiration. Et à ce moment-là, j'ai demandé si dans le contrat, il était prévu quelque chose pour que Lebrun puisse continuer à travailler avec moi. On m'a dit non, pas du tout. Donc, moi, j'avais pas de frais de déplacement, lui n'avait pas de salaire, rien, quoi. Donc, je me suis dit, je vais faire la demande minimale, puisque c'est l'armée qui bloque. Et si cette demande est refusée, à ce moment-là, j'abandonnerai. Et la demande minimale, à l'époque, la recherche militaire s'appelait la DRET. Maintenant, elle s'appelle la DGA. La DGA, c'est Délégation Générale à l'Armement. À l'époque, ça s'appelait la Direction de Recherche et d'Études Techniques. Toujours des titres un peu banalisés pour ces choses-là. Donc, j'ai demandé une bourse DRET. Et une bourse DRET, c'est exactement l'équivalent du SMIC. Donc, demander une bourse qui soit l'équivalent du SMIC pour un type qui est déjà doctorat en sciences, c'est vraiment tiré très très bas, hein. Et j'ai simplement signifié que si Lebrun n'avait pas cette bourse, j'abandonnais. Donc les Rouennais, qui eux étaient coincés entre l'enclume et le marteau, ont transmis à l'armée. Et il y a eu une réunion mémorable à Rouen où les militaires étaient venus en troupe, quoi. Ils étaient 6 ou 7, avec toujours l'incontournable Gilbert Payan. Chacun a fait son exposé. À la fin, il y a un officier qui a dit on vient d'entendre les exposés des uns et des autres. Il est bien évident que si les bras, la cheville ouvrière est à Rouen, le cerveau est à Aix. Donc, Petit nous a mis le marché en main. Soit on donne une bourse pour son étudiant et il continue, soit il n'y a pas de bourse et il arrête. Donc il a dit, réponse, soit on donne une bourse et une rallonge d'argent pour Rouen, soit rien. Réponse dans un mois. Il n'y a jamais eu de réponse. La réponse m'a été transmise par un membre du CNRS qui s'appelle Bernard Fontaine, qui m'a transmis ça par téléphone en me disant que la bourse avait été d'abord accordée, puis elle avait été
annulé par le ministre de la Défense, qui s'appelait Ennui, je crois. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que un ministre de la Défense s'est mobilisé pour annuler l'octroi d'une bourse, d'ailleurs l'équivalent du SMIG. Je sais pas, on est vraiment dans un monde ubuesque, quoi. Bon, à ce moment-là, moi, j'ai décidé d'abandonner. J'ai dit à Lebrun, écoute, trouve-toi du travail. Il a fondé sa propre entreprise qui a prospéré. Comme il avait appris à faire ce qu'on appelle maintenant des simulations et qu'on était parmi les premiers à le faire, il a fait des simulations de combustion dans des cylindres et ça a très bien marché. Quant à moi, je me suis recyclé en astrophysique et j'ai abandonné la MHD. Donc, ceci a quand même un petit retour, c'est que j'ai essayé de travailler pendant un moment avec le GEPAN, qui est le groupe d'études des phénomènes aériens non identifiés, qui était un groupe de recherche qui avait été créé en 1977 au sein du CNES pour l'étude des ovnis. Et à l'époque de ces recherches, c'était dirigé par le polytechnicien Alain Esterle. Et moi, j'avais donné un dossier de 200 pages dans lequel j'avais mis l'essentiel de mes idées des MHD. J'avais en particulier évoqué cette annihilation de la turbulence de sillage derrière le cylindre, donc ça réduisait le bruit. Et en disant, eh bien, on pourrait faire ce genre de travail dans un fluide, dans de l'air, à condition que cet air soit ionisé. Et une bonne façon de vérifier, de constater si la turbulence était annihilée ou réduite, ce serait de mettre un microphone à la paroi, parce que ça fait du bruit, la turbulence. Donc, si on pouvait constater que cette turbulence était réduite, ça pouvait donner lieu à autre chose. Et j'avais indiqué que une bonne fréquence pour ioniser l'air, c'était dans les 3 GHz, ce sont des ondes radar, comme ça. Et, ma foi... les militaires et les gens du GEPAN ont décidé de développer ces recherches eux-mêmes, sans moi, quoi. C'est tout. Donc, ce qu'on a su des années plus tard. Ce qui fait que sur cette planche, vous avez 2 photos qui sont extraites d'un rapport qui m'a été fourni par un ingénieur militaire qui s'appelle Bondard, qui l'a payé d'ailleurs très cher, pour avoir révélé des choses qui étaient considérées comme secrètes. Donc, à gauche, vous avez une soufflerie à bac variable, subsonique, à vitesse variable et à pression variable. Bon. Et puis, à droite, vous avez l'installation d'essai. Et tout ceci avait été impulsé donc par l'armée et par Alain Esterle, le polytechnicien qui connaissait rien à la mécanique des fluides, mais qui avait engagé un chercheur qui s'appelait Bernard Zappoli, qui est d'ailleurs toujours en poste au CNES. Il s'occupe de rechercher des manips pour mettre dans les stations spatiales. Et Zappoli ne connaissait non plus rien au plasma. Et il est allé voir le professeur Tourelle à Toulouse, qui s'occupait du DERMO, qui est le département d'études et de recherche sur les micro-ondes, et il lui a dit, est-ce qu'on peut ioniser avec 3 GHz? C'est plutôt, les sources, c'est plutôt du 2750 MHz. On lui a dit, Tourelle, je comprends qu'on peut ioniser. On faisait des essais, puisque lui, il était spécialiste dans ces ondes radar, et on avait une sphère et avec ses mains, il a représenté un truc, les mains étaient écartées de 30 cm. Donc, Zappoli est reparti au laboratoire, à la soufflerie, avec ses 30 cm, et il s'est dit, pas de problème, on va créer une source de micro-ondes. Donc, il a passé commande d'une source de micro-ondes de 2 MW en Crète. Et là, sur la figure de droite, vous voyez les gros bobinages, avec le chiffre 2, qui représentent des bobines qui devaient donner quelque chose comme 4000 Gauss. En 4, vous avez la section rectangulaire de la veine, et qui est traversée par la maquette cylindrique. Et en 3, vous avez le guide d'onde qui faisait 10 cm par 10 cm, qui amenait ces micro-ondes pour ioniser. Et ils s'étaient tous dit, bon, ben, on va ioniser l'air et après, on pourra supprimer la turbulence. Ce qui est extraordinaire, c'est que à la fois les militaires, à la fois ces gens-là, aient totalement ignoré que les micro-ondes ont beaucoup de mal à pénétrer dans l'air. Et ça, on le sait, puisque quand un astronaute rentre dans l'atmosphère, ben vous savez que pendant tout le moment où justement la capsule est entourée d'air ionisé, on ne peut pas communiquer par radio avec lui, parce que justement ces ondes radio sont absorbées par cet air ionisé. Et voilà ce qui s'est passé donc dans cette expérience de Toulouse. Vous avez la vue 3D en haut, avec la position de la maquette et les bobines. Ici, c'est en coupe.
et en bas, la flèche marron indique l'arrivée des micro-ondes. Eh bien, ces micro-ondes, elles passaient à travers une fenêtre en téflon. Le téflon est transparent pour les micro-ondes. Par contre, l'air ne l'est pas, c'est-à-dire qu'il s'est créé une couche d'air ionisé qui a servi de barrière complètement. Et ils se sont retrouvés face à cette situation, complètement impuissants, incapables de trouver la moindre solution. Je l'ai su simplement 2 ans plus tard. Et je vous garantis que si j'avais été présent, en 2 jours, ça marchait. Comment est-ce qu'il fallait faire? C'est très simple. J'aurais envoyé les étudiants acheter des pailles de fer chez le quincaillier. J'aurais remplacé la maquette par un tube de PVC. J'aurais enfilé les pailles de fer dedans. J'aurais fait arriver les micro-ondes par la maquette. Elles se seraient réfléchies sur la paille de fer. Elles auraient rayonné et on aurait eu l'ionisation autour de la maquette. Oui, c'est une histoire, même avec le recul du temps, c'est affreusement triste parce que ce sont des recherches fascinantes, passionnantes, sur lesquelles les Français étaient complètement en pointe, qui ont été foutus en l'air par des imbéciles. Et ça a été vraiment, en ce milieu des années 80, la fin de la MHD française. Et actuellement, si vous cherchez des recherches de MHD en France, vous trouverez un groupe plasma froid, vous trouvez des choses de genre, mais c'est une connaissance qui s'est complètement évaporée. Les Français sont restés 30 ans sans préoccuper, quoi. Donc, 20 ans plus tard, 3 garçons, Jean-Christophe Doré, Mathieu Adair et Xavier Lafont, m'ont dit, est-ce qu'on pourrait pas remonter des expériences de MHD? Moi, j'étais assez réticent quand même. Mais enfin, ils m'ont un petit peu forcé la main. En particulier, Jean-Christophe Doré avait un argument de poids. Ça, c'est moi et ma femme. Il avait un argument de poids. Il avait un garage, c'est-à-dire un local. Donc ici, on voit Jean-Christophe Doré dans son garage laboratoire de 15 mètres carrés, avec quelques instruments déjà présents. On ne voit pas les bicyclettes, elles sont juste derrière. Et il nous restait le problème de trouver de l'argent. Et à ce moment, j'ai écrit un livre qui a été imprimé à compte d'auteur, et Adair, Doré et Lafont ont vendu le livre, et ce livre a rapporté 50 000 euros. Donc moi, j'étais là avec le couteau dans le dos, avec 3 jeunes qui voulaient absolument faire de la recherche, un local tout à fait acceptable, et de l'argent. Donc, vous voyez ici, on passe très vite sur les publications scientifiques anciennes et récentes qui ont donné lieu, qui ont accompagné cet effort de recherche. Parce que si on se lance dans des recherches, c'est pour publier, c'est pour aller dans des colloques, c'est pour publier des articles dans des revues et comités de lecture. Sinon, c'est pour publier dans une gazette, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et nous, c'est ce que nous avons fait assez rapidement. Je dirais que je préférais. Je vais vous montrer l'instrument que j'ai demandé à Doré, Adair et Lafont de construire. Donc là, vous l'avez sous les yeux. Il s'agit d'une enceinte à vide, parce que quand on fait de la MHD, il faut que le fluide soit conducteur d'électricité. Alors, il y a une solution, c'est de prendre un liquide comme de l'eau et de mettre de l'acide chlorhydrique. Bon, ça, on a un peu fait le tour de la question. L'autre solution, c'était de prendre un tube à choc, une soufflerie chaude, et avec un gaz à 10 000 degrés, mais ça, on n'avait pas ça sous la main. Puis la troisième solution, c'est celle que vous avez au-dessus de votre tête, c'est le tube au néon, quoi. C'est-à-dire c'est un gaz à basse pression. Donc à ce moment-là, on a acheté avec cet argent, ça coûte quand même assez cher, une magnifique cloche à vide, la plus grande qui existait sur le marché, elle fait bien 40 cm de diamètre. Doré l'a protégée avec des plaques en polycarbonate pour éviter que ça lui explose à la figure. Il y avait également, alors ici vous voyez, ça c'est la cloche à vide, hein, vous voyez, là on la voit, et ici elle est soulignée en blanc. Bon, ici une pompe à vide, une brave pompe qui nous permet de descendre au centième de millimètre de mercure. Et puis ici, les modèles sur lesquels nous avions l'intention d'intervenir. Et ici, la source électrique sous plastique, sur laquelle il convient de dire un mot, parce que c'est quand même 2000, 3000, 4000 volts. Et avec ça, on peut passer facilement de vie à trépas. Donc, j'ai expliqué, ça tout le monde l'a compris, que les gaz basse pression étaient conducteurs d'électricité. Et qu'en étant en contact avec cette expérience-là, manuellement, on pouvait carrément s'électrocuter. Donc les précautions ont été prises dans ce domaine-là. Les précautions, d'ailleurs, vous les voyez, c'est comment on appelle ça, l'actuateur, en français on dit,
l'actionneur électrique, c'est-à-dire un moteur électrique qui permet une télécommande, qui permet donc de manipuler ces choses-là à distance sans mettre les mains dessus. Et l'expérience consistait à descendre un aimant, donc voilà encore ce genre de manip. Alors, je veux dire que tout ça, ça tient sur une table à roulettes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au point de vue coût? Dans l'ensemble, ça ne doit pas excéder 10 000 euros, instrument de mesure compris, tout cassé. Donc, est-ce qu'on peut, avec 10 000 euros, monter un laboratoire? Parce que c'est un laboratoire, un truc comme ça. Une installation de recherche qui permet de faire des expériences, qui vous emmènent dans des colloques internationaux, qui permettent de obtenir des résultats intéressants. Alors, avec ces crédits, j'ai commencé par aller à un colloque de MHD à Vilnius. Et là, j'ai été carrément sollicité par les organisateurs parce que je suis connu dans ce milieu-là à l'étranger, pas en France. Enfin, en France, pas de la même façon. Mais du moins, à l'étranger, vu mon âge, j'étais considéré un peu comme un pionnier de la MHD et ces gens-là étaient contents que je vienne. Donc, je suis venu au colloque de Vilnius en Lituanie. Après, j'ai été à un colloque à Brême, en Allemagne. Et là, ce qui a été intéressant, c'est les résultats qu'on a obtenus dans un colloque qui ont été présentés avec Doré en 2010, un colloque international en Corée. Et cette expérience est quand même assez sympathique. Donc, tout ça, c'est basé sur un paramètre que les étudiants connaissent certainement assez mal, qui s'appelle le paramètre de Hall, bêta égale EB sur ME nu E. Alors là-dedans, on peut détailler E, c'est la charge de l'électron, B, c'est le champ magnétique en Tesla, ME, c'est la masse de l'électron, et nu E, c'est la fréquence de collision. Et vous savez que les électrons libres se baladent dans un plasma, ils entrent en collision, comme ça, puis entre deux collisions, s'il n'y a pas de champ magnétique, ils ont des trajectoires rectilignes, mais s'il y a un champ magnétique, ils ont des trajectoires courbes. Ils sont inclinés par la force VB. Et à ce moment-là, le paramètre de Hall est là simplement pour chiffrer quand il est très faible. C'est comme s'il n'existait pas, c'est-à-dire qu'entre deux collisions, les électrons vont tout droit. Quand il est élevé, au contraire, les électrons ont tendance à avoir des trajectoires courbées. Et à ce moment-là, la conductivité électrique a une allure matricielle. Je ne vais pas détailler la façon dont on établit ce genre de choses, mais sigma S, c'est la conductivité scalaire, c'est-à-dire que c'est la conductivité qui règne quand il n'y a pas de champ magnétique. Et quand il y a un champ magnétique, eh bien à ce moment-là, ça c'est la loi d'Ohm, J égale sigma E. La densité de courant J est égale à la conductivité que multiplie le champ. Et on voit que comme c'est une matrice, il y a deux composantes. Il y a une composante directe et une composante transverse. Cette matrice exprime ce genre de choses. Alors lorsque le paramètre de Hall est faible, eh bien la conductivité est pratiquement la conductivité scalaire, et quand il est grand, là c'est intéressant parce que bêta est grande dans l'unité, et on voit que les deux conductivités, l'une est en 1 sur bêta 2, l'autre en 1 sur bêta. Donc autrement dit, à un endroit où le champ magnétique est élevé, le paramètre de Hall est élevé, et la conductivité est faible. Donc ça nous permet, en jouant sur la géométrie magnétique, de jouer sur la conductivité. Et ça, c'est encore une idée de recherche qu'on n'a pas tellement vu traîner ici et là, et qui donne des résultats assez intéressants. Donc, la première chose qu'on a voulu faire, c'est, en venant en partant de modèles discoïdaux, parce que là, c'est pas le lieu ni... J'ai pas le temps d'expliquer pourquoi on est passé j'ai appelé ça les aérodynes MHD. Disons que tout a démarré en fait en 75 et en 76 avec des publications à l'Académie des sciences grâce à un type fantastique qui est décédé qui s'appelle André Lichnerowitz, qui était académicien, qui a tout de suite compris que c'était intéressant. Donc les publications se sont référées à des aérodynes magnéto-hydrodynamiques. Et ma foi, ces aérodynes
magnétodynamique, ça n'a rien de choquant scientifiquement, c'est quelque chose de tout à fait sain. Alors bien sûr, ça ressemble étrangement à des assiettes, quoi. D'où les mauvaises langues qui comparaient ça à des observations qui avaient été faites dans les campagnes, quoi. Donc là, vous avez donc ce type d'aérodyne dans lequel on est amené à faire passer du courant entre les points A et le point B, et le champ magnétique est divergent. Et il y a une chose que les gens qui travaillent sur les plasmas connaissent, c'est que les décharges de plasma n'aiment pas les régions où les champs magnétiques sont intenses. Vous avez le phénomène inverse dans les tokamaks, par exemple, où justement on utilise le gradient de champ magnétique pour confiner le plasma. Là, on pourrait dire que le plasma est déconfiné, puisque comme le champ magnétique diverge, on peut s'attendre à ce qu'il foute le camp. Et effectivement, quand on fait l'expérience, voilà une photo qui est prise justement dans ce garage de Jean-Christophe Doré, où on a fermé toutes portes et fenêtres, et où on a cette maquette avec ces électrodes segmentées. Là, on voit la décharge électrique. C'est très joli, d'ailleurs. Sur le plan de l'esthétique, ils ont beaucoup apprécié. Et alors, là, ici, voilà l'allure de la décharge, donc vous voyez que ça ne plaisante pas, quoi. Le champ magnétique expulse la décharge à grande distance, hein, et le champ magnétique, dans un aérodyne, serait créé par un solénoïde, mais comme j'ai expliqué plus haut, créer des Tesla ou créer des Gauss, etc., avec un solénoïde, ça coûte cher, il faut des ampères, il faut de l'énergie, ça chauffe, alors qu'avec un aimant permanent, on est quand même beaucoup plus tranquille. Donc là, on a créé le champ magnétique avec un aimant permanent. Ce serait la même chose si on avait mis un solénoïde refroidi et on a ces électrodes segmentées. Bien, alors l'idée a été disons que dans la pratique, on aurait mis un solénoïde en bas et un solénoïde en haut, les deux étant parcourus par des courants opposés, ce qui est équivalent à deux aimants dont les deux pôles nord sont face à face. Alors quand vous prenez cette situation-là, qui est très visible sur la figure, que vous avez ces deux champs magnétiques qui s'opposent, eh bien la zone jaune, vous avez un code de couleur qui vous permet de comprendre les valeurs de champ magnétique. Le noir, là, ce qui se trouve au centre, c'est le champ magnétique nul, c'est le point où le champ est nul, hein. Puis ensuite ça devient bleu, ça devient vert, et puis jaune, c'est l'endroit où le champ magnétique est maximum. Donc avec une configuration comme celle-là, on se débrouille pour avoir une zone de champ magnétique maximum extérieure à la paroi. Donc ici, à cet endroit-là, là on a mis des barres blanches pour représenter le tronc de cône sur lequel le champ magnétique est maximal. Et à ce moment-là, on s'attend à ce qu'il y ait des forces qui plaquent la décharge à la paroi. En fait, ce sont des forces où on peut aussi considérer que le courant électrique suit la direction de résistance minimale, c'est-à-dire là où la conductivité est la plus élevée. Et ici, on a représenté sur les points A, B, C, D les valeurs du champ magnétique, et comme vous verrez, au point B, c'est maximal. Effectivement, sur les courbes, regardez, en B, à gauche, on a le champ magnétique, à droite, on a la pression magnétique qui est B2 sur demi 0, qui est maximale en B. Donc à ce moment-là, plaquage donc expérience, Jean-Christophe Doré fait le montage, s'écarte prudemment pour manipuler son actionneur, descend l'aimant, et à ce moment-là, au fur et à mesure qu'il descend l'aimant, cette décharge qui s'épanouissait comme une fontaine du château de Versailles se rapatrie vers la paroi. Là, on voit, elle est en cours de repliement. Et ici, voilà l'aimant supérieur qui descend. Et lorsque l'opération est entièrement réalisée, alors là, la décharge est complètement plaquée à la paroi. Voilà, donc les deux aimants sont comme ça. Donc c'est quand même une très jolie expérience qui a été aussitôt acceptée dans ce colloque international de MHD, qui a été présentée en communication orale en Corée, où nous sommes rendus. C'est-à-dire que Doré m'a téléphoné en disant « Bon, ben j'ai fait l'expérience, ça marche ». Il a envoyé les photos. Ben, je dis « Bon, ben alors ici, il faut rédiger une communication ». Et il l'a envoyé dans un congrès. Alors on a rédigé la communication, on l'a envoyé dans un congrès, et entre l'expérience, la seule, et l'acceptation dans le congrès, il s'est écoulé 10 jours. C'est un record, quoi. Disons que de ce côté-là, on est assez rapide, quoi. Donc, on a pu présenter ce travail. Là, c'est une autre vue qui montre les électrodes et la façon dont l'appareil continue. Je vous rappelle que tout ça, ça a été fait avec ce petit montage quand même qui est assez sommaire. Et lorsque
j'ai fait l'exposé oral à Jeju, qui est une île qui est au sud de la Corée. Le chairman, après avoir entendu l'exposé, a dit en somme, vous êtes en train de nous construire une soucoupe volante. Et je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas employé ce mot, c'est vous qui l'employez, mais puisque vous posez la question, je suis obligé de répondre par l'affirmatif, qu'il y a un certain lien de parenté entre les deux. Parce qu'effectivement, ces engins-là, et là on ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces technologies, ça fonctionne comme une sorte d'aspirateur à air, et cet engin vole exactement comme un hélicoptère. Un hélicoptère, ça aspire l'air qui est au-dessus, quoi. Ça le souffle. Là, c'est pareil. Cet engin aspire l'air, seulement il l'aspire avec une telle force que il peut évoluer à vitesse supersonique sans subir l'échauffement lié à l'onde de choc. Alors ici, on a présenté tout à l'heure l'objet cylindrique. On pourrait appeler ça un aérodyne cylindrique, mais c'est pas très commode de se promener dans un cylindre quand même. Donc il y a une idée qui est tout de suite venue, qui est de considérer un objet qui a la forme d'une sphère avec une couronne d'électrodes, et en se disant, si on pouvait créer un écoulement comme ça autour, ce serait pas mal. Et la bonne idée, ça consiste à considérer que finalement, on peut prendre une couronne d'électrodes, alimenter ces électrodes par paire séquentiellement, et en étant en phase avec un aimant rotatif. Alors évidemment, ça c'est la partie mécanique de l'opération, qu'on pouvait réaliser avec une balle de ping-pong. Doré est assez bon pour les petits montages. Il aurait fait un très bon horloger, je pense. Hein. Donc là, il y a un problème d'horlogerie pour arriver à prendre un aimant qui tourne avec des balais qui alimentent. Et à ce moment-là, dans la théorie, le calcul, eh bien, on crée cet écoulement et on obtient un aérodyne sphérique. Et ça se prête très bien à des expériences hydrauliques. Donc, effectivement, les plans d'un bassin d'analogie hydraulique, où à ce moment-là, on n'a plus une surface libre, mais on travaille carrément dans une veine de section ronde ou carrée, avec des petits filets colorés qui permettraient de visualiser l'écoulement. Tout ça, c'était parfait. Mais on s'est heurté à ce moment-là à une opposition assez vive. Premièrement, le garage était trop petit pour mettre à la fois la physique des plasmas et l'hydraulique. C'était un choix. C'était soit l'un, soit l'autre. Et comme on était déjà lancé sur les... Là, on voit qu'il reste quelques mètres carrés. Je crois que ça doit être 3 mètres carrés à tout casser. Donc, le banc MHD occupe déjà une place importante. Et voilà l'attitude de Madame Doré qui a refusé de consacrer sa cuisine à l'extension des activités de recherche à l'hydraulique. Donc, on a laissé tomber l'hydraulique et on envisagera donc de reprendre tout ça dans le milieu basse pression avec un champ tournant, et les étudiants savent qu'en prenant 3 solénoïdes à 120 degrés, comme représenté ici, et en les alimentant séquentiellement, on obtient un champ magnétique tournant. Si on couple ça avec l'alimentation des électrodes, ça devrait assez bien marcher. Voilà. Bon, ensuite, évocation du convertisseur pariétal qui est obtenu avec des électrodes linéaires qui sont placées à la paroi. Moi j'ai imaginé ce genre de choses-là dans les années 75-76, mais il se trouve que 20 ans plus tôt, M. Way, un Américain, avait inventé la même chose. Et lui, il avait donc conçu un sous-marin qui pesait une demi-tonne, et dans lequel il y avait exactement ce schéma, avec ces électrodes, ces aimants. Et ça n'a pas intéressé les militaires parce que les aimants pesaient trop lourds, parce que, enfin bon, etc. Bon. Mais tout ceci a pris une tournure bien plus puissante dans les années 90, puisque cet accélérateur pariétal, comme vous pouvez le voir, il agit en aspirant le fluide à la paroi. Là, dans le sous-marin dessiné par Way, il a simplement limité l'action au voisinage de sa partie centrale. Mais il a même mis une petite tourelle qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais on peut également mettre cet accélérateur pariétal sur toute la surface
et à ce moment-là, vous obtenez une torpille MHD. Et une torpille MHD, vous savez que l'eau, c'est quelque chose de très qu'on appelle visqueux, c'est-à-dire que quand vous prenez une canne et que vous l'agitez dans l'air, c'est très facile, mais quand vous l'agitez dans l'eau, il y a une force beaucoup plus importante. Pourquoi ? Parce que le frottement de l'eau agit de façon considérable. L'eau est 1000 fois plus dense que l'air. Donc, lorsque on envoie un missile dans l'air, il faut une certaine force pour le propulser, mais quand on envoie une torpille, eh bien, la pauvre, elle rame, c'est le cas de le dire. Et la vitesse d'une torpille conventionnelle, c'est de l'ordre de 100 km/h, quoi. Et ce qui fait que, et c'était inférieur pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, quand un sous-marin envoie une torpille sur un bateau, la première chose qui suit le lancement de la torpille, c'est l'image du capitaine qui regarde sa montre. Parce qu'il y a carrément 1 minute et demie de course, quoi. Et le bateau, quand il voit la torpille, il peut faire demi-tour. Après, on détectait le sous-marin au radar, etc., etc. Tandis que les torpilles MHD, les vitesses atteignent plusieurs milliers de kilomètres heure. Donc ça, c'est quelque chose qui dépasse complètement l'imagination. Donc moi, j'ai été mis en contact avec ce genre de choses-là. Je ne vais pas entrer dans cette nouvelle parenthèse parce que ça nous mènera trop loin. Mais on retombe sur l'aspect, sur la collusion complète entre la MHD et la chose militaire, quoi. Là, vous avez la torpille, mais ce genre de choses-là s'applique également aux machines volantes, et ça c'est la clé des engins hypersoniques. De deux façons, ils peuvent contrôler l'écoulement autour de l'appareil et avoir des vitesses considérables, carrément Mach 10, Mach 12, mais également contrôler les entrées d'air. Vous savez, par exemple, la chose suivante, c'est que quand vous prenez un avion, vous volez à 10 000 mètres d'altitude. Du temps du Concorde, c'était 20 000. Hein. C'est-à-dire que plus vous volez haut, et plus vous allez vite. Et puis même, si vous voulez aller vite, vous devez monter. Parce que s'il fallait faire Mach 2 au ras des pâquerettes, la traînée serait beaucoup trop importante. Les ailes se détacheraient. Donc, ensuite, prenez un appareil comme le SR-71 là, qui volait à Mach 3, bah, lui c'était carrément 30 km. Quoi. À chaque fois, on gagne en altitude. Mais au-delà de Mach 3, on entre dans ce domaine dit de l'hypersonique. Et à ce moment-là, derrière l'onde de choc, il y a un échauffement considérable et les matériaux ne tiennent plus le coup. Alors, ensuite, vous avez les satellites artificiels qui se baladent au-delà de 300 km, et vous avez une zone qui est l'objet d'un enjeu stratégique extrêmement important, qui est cette zone qui se situe entre 30 km d'altitude, au-delà duquel les avions ne peuvent pas voler, et inférieur à 300 km, où l'air est trop dense pour que les satellites puissent s'aventurer. Donc, tous les pays du monde, enfin les belligérants potentiels, rêvent de s'installer dans cette zone. Et moi, je pense que pour les Américains, c'est déjà chose faite avec cette machine mythique que les gens appellent Aurora. Aurora, d'ailleurs, le mot est bien choisi puisque c'est l'altitude à laquelle se produisent les aurores boréales. Et puis également, ça évoque le plasma, puisque les aurores boréales sont des manifestations de luminosité liées au plasma. Et puis les Russes avaient également un projet sur lequel nous savions plus de choses, qui était le projet Ajax, qui a été abandonné au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Et les Français se sont réveillés et rêvent aussi d'avoir leur Aurora français. Il y a donc un centre de recherche à Orléans, ICAR, qui est doté de souffleries hypersoniques à basse densité. Et, ma foi, ce serait l'endroit rêvé pour étudier des engins de ce genre. Mais franchement, je crois que dans notre petit groupe, il y a unanimité. On n'a pas du tout envie de tremper dans ces choses-là. Donc, on ferme cette parenthèse et on n'a pas envie d'en dire plus. Voilà. Donc, on est revenu sur le concept d'aérodyne discoïdaux. Alors, vous voyez bien que dans ces aérodynes discoïdaux, il faut une source d'électricité, une source d'énergie qui n'est pas précisée. Hein. On suppose que dans la machine, il y a quelque chose qui produise les dizaines ou centaines de mégawatts électriques qui permettent de faire fonctionner l'appareil. Il y a également de quoi produire des champs magnétiques assez importants. Donc, c'est de la recherche fondamentale pour nous. Alors que dans l'accélérateur pariétal, le conversiteur pariétal permet d'utiliser l'énergie d'un statoréacteur, par exemple. Bon, donc, voilà le dessin.
qui correspond à la première machine que j'ai imaginée en 1975. On voit donc cette allure de deux soucoupes à coller, et le champ magnétique tend à créer des décharges de courant spiralées comme cela. Et la force de la place, si tout se passe bien, va être quasi radiale. Donc en bas, on voit l'allure des forces sur la partie supérieure et l'allure des forces sur la partie inférieure. Et dans la partie, l'image en bas et à gauche, on voit justement comment cette décharge est distordue. Et donc, comme la force n'est pas complètement radiale, il y aura une composante rotatoire qui sera annulée par ce qui se passe en dessous. Bon, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, il est évident que si on s'amuse à fabriquer une chose comme ça et à mettre un champ magnétique, même de forte intensité, il est exclu qu'on obtienne. On appelle streamer. Streamer, c'est au fond c'est un tube une décharge de courant plus ou moins linéaire. Obtenir des streamers comme ça, on peut toujours essayer. Bon, là il y a aussi ce que j'ai représenté schématiquement, c'est que si on n'utilise pas le système de confinement pariétal, il n'y aura même pas de streamers, la décharge va carrément foutre le camp, loin de la paroi, comme ça. Voilà donc cette maquette, et le phénomène auquel nous allons être confrontés, c'est l'instabilité de Velikov. L'instabilité découverte par Velikov en 1963 et présentée en 1964 au congrès de Newcastle. Et ça, cette instabilité n'est pas une petite affaire, parce que c'est vraiment le verrou de toute la physique des plasmas qu'on appelle les plasmas froids, quoi. Et ça a flanqué par terre toute la recherche de conversion MHD visant à fabriquer du courant électrique avec un bon rendement. Et là-dedans, il y avait d'énormes moyens qui avaient été mis en œuvre. Il y avait des milliers de chercheurs qui travaillaient là-dessus. Et simplement, c'est une phrase dont on devra se souvenir quand on pense au projet ITER. C'est pas parce qu'on met énormément d'argent et énormément de gens que ça marche. Et là, les gens se sont cassés les dents là-dessus, je dirais en 25 ans, quoi. Il y a eu 25 ans d'essais jusqu'à ce qu'on abandonne, quoi. Et on a abandonné à cause de ce petit machin-là, à cause de cette instabilité de Velikov. Bon, ça, c'est pas la théorie de l'instabilité de Velikov, c'est les formules que moi j'avais établies justement dans ces années 70, qui donne le taux de croissance de l'instabilité et la valeur critique du paramètre de Hall. Tout à l'heure, je vous avais parlé du paramètre de Hall qui, justement, chiffre la façon dont les électrons circulent un petit peu en crabe, quoi. Et si on veut faire marcher un aérodyne, il faut un fort champ magnétique. Et à ce moment-là, on va être en régime de paramètre de Hall élevé. Et si on est en régime de paramètre de Hall élevé, immédiatement l'instabilité de Velikov se développe. Et moi, j'étais assez surpris de voir à Prague, par exemple, que ce sont des concepts que les gens ont un peu perdu de vue. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens font beaucoup de simulations sur ordinateur. Et en faisant ça, ils perdent un petit peu le contact avec les équations, avec les phénomènes. Et s'ils ne voient pas ça apparaître sur leur écran avec des belles images en couleur, ou alors ils voient apparaître ça, ils ne savent pas très bien si c'est vraiment ce qu'ils voient. D'ailleurs, lorsque on a amené nos images à Prague, il y a un physicien du plasma qui m'a dit « Mais est-ce que ce ne sont pas des ondes d'ionisation ?» Non, non, c'est des ondes de Velikov, mais il ne savait pas ce que c'était, quoi. Bon, voilà. Alors, là, c'est une image qui est assez ancienne, mais qui montre un peu le résultat de la stabilité de Velikov. La stabilité de Velikov, c'est une turbulence du gaz d'électrons. Le gaz d'électrons, au lieu de circuler tranquillement dans le plasma, il se met à se tortiller affreusement. Et en se tortillant, comme vous pouvez voir, là où les lignes de courant sont plus resserrées, à ce moment-là, il y a la densité électronique est plus forte, etc. Donc à ce moment-là, vous essayez de faire passer du courant dans un gaz, et la conductivité électrique de ce gaz le transforme en millefeuille. C'est-à-dire qu'il y a une couche conductrice, une couche faiblement conductrice. Tout ça, c'est exactement le contraire de ce qu'on voudrait. On pourrait dire que pour faire passer du courant électrique, il n'y a rien de pire qu'un condensateur, parce qu'il y a des feuilles non conductrices entre des feuilles conductrices, ça ne va pas. Bon. Alors, voilà le dispositif expérimental extrêmement sophistiqué monté au laboratoire Lambda, justement pour mettre en évidence non seulement l'instabilité de Velikov, mais l'art et la manière de la faire disparaître, comme un précipitateur. Donc ici, vous voyez une cathode, une anode,
un joint avec une plaque de verre qui permet de voir par au-dessus. Alors, lorsqu'on fait une décharge électrique, là on n'a pas représenté cette image, elle est parfaitement homogène, il n'y a rien de spécial. Et lorsqu'on installe le champ magnétique, voilà ces strates qui apparaissent, qui sont la signature de cette instabilité de Velikov. Et on voit aussi une chose, c'est qu'on cherche à faire circuler du courant en spirale, et ça c'est une très mauvaise spirale. À tout casser, vous voyez qu'on a un angle de 45 degrés, quoi. C'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche à enrouler le courant autour de ce plot central, et là c'est raté. Et à ce moment-là, pour pouvoir faire disparaître cette instabilité de Velikov, eh bien là il y a un champ de 500 Gauss, et on va donc l'atténuer avec des petits morceaux d'aimant simplement qui sont mis. On a créé une allée dans laquelle le champ magnétique était diminué. Alors comme il est diminué, le paramètre de Hall est plus faible, donc la conductivité électrique est plus forte. Donc on crée un endroit plus fortement conducteur, et à ce moment-là, le plasma, la décharge électrique se rue dans cette allée, et à ce moment-là, il y a une réponse du gaz immédiate. C'est que quand la densité de courant est plus forte, la densité électronique est plus forte, la température électronique est plus forte, tac. Et autrement dit, on obtient. Alors ici, je reviendrai sur ces courbes tout à l'heure parce que c'est un peu l'explication du phénomène. Voilà le résultat de l'expérience. Vous avez ici ces petits cheminements d'aimants, et ici vous voyez qu'il n'y a plus de traces de ces stratifications. Évidemment, on n'avait pas d'aimant transparent, mais si on pouvait regarder derrière, la décharge est parfaitement homogène, et même elle est plus intense là où on a figuré cette ligne tiretée, quoi. Et là où c'est intéressant, c'est que non seulement avec ce système-là, on fait disparaître l'instabilité de Velikov complètement, c'est une réponse violemment non linéaire à un problème violemment non linéaire. Et si je modifie la géométrie de cette allée, je peux guider le courant. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une suppression de l'instabilité de Velikov, et il y a un système de guidage du courant. Donc on peut le guider de manière spirale, et on peut également le plaquer à la paroi. Donc cette image que j'avais remontée, qui était ça, eh bien à droite, c'est pas du tout impossible à réaliser. Alors il restera le problème de l'interaction entre les streamers, entre les lignes de courant bleu comme ça. On se dit qu'il y a des chances que tout ça, on ait du mal à avoir une belle axisymétrie. Donc la solution, c'est ce qu'on a déjà en cours de montage et en cours d'essai à Rochefort, dans le garage. C'est l'alimentation séquentielle des paires d'électrodes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a jamais qu'une paire d'électrodes qui est alimentée au même moment. Et si le temps de commutation, la période de ce système est faible devant le temps de transit du gaz à la paroi, eh bien, pour le gaz, tout se passera comme s'il y avait 10, 12 streamers au lieu d'un seul. C'est un peu comme un hélicoptère qui a 5 pales, et il en sort une de temps en temps, il la rentre, il ressort l'autre, et si c'est tellement rapidement fait, le courant gazeux croit qu'il y a un système multipale, quoi, c'est tout. Hein. Alors, avec ça, ce qu'on espère obtenir, c'est ce genre d'écoulement. Et on a déjà prévu, toujours dans cette local exigu, parce qu'on n'a pas tellement de solutions pour travailler avec plus de place, à moins qu'un sponsor décide d'acheter la maison qui se trouve de l'autre côté, ou qu'on se mette à creuser dans le sous-sol. À ce moment-là, on aura un truc de ce genre. Et là, vous avez ce paradoxe qui peut paraître complètement absurde. Comment se fait-il qu'en hypersonique, on arrive à avoir un écoulement qui contourne un bord aussi aigu, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'avec des forces de Laplace, vous pouvez donner une accélération de 1000 G. Donc les forces d'inertie de l'air, on s'en fiche, parce que l'air est un peu dense. Donc, je viens de vous présenter ce que nous avons exposé donc au colloque de Prague. S'agissant de ces machines à courant spiraux, eh bien, on est confronté à un certain nombre de problèmes. Et donc, le confinement pariétal, c'était déjà résolu. C'est quelque chose qu'on pourra rajouter. Mais le second problème était beaucoup plus épineux. C'était celui de l'instabilité de Velikov, de l'instabilité électrothermique.
dont vous trouverez des explications d'ailleurs dans Wikipédia si vous cherchez. Et donc, nous avons dans le laboratoire Lambda, c'est-à-dire dans le garage de Jean-Christophe Doré, monté une expérience de suppression d'instabilité de Veličkov, qui est ce que je viens de vous exposer. Maintenant, on va passer à un autre type de dispositif qui est à l'étude, parce que nous avons un programme de recherche très très déployé, très très vaste. Donc, en 1976, j'ai imaginé un autre type d'aérodyne qui n'a pas d'électrode, qui fonctionne à ce moment par induction. Alors, si on prend un disque, comme c'est représenté sur cette figure de gauche, et qu'on a un solénoïde équatorial qui fait passer du courant, et le courant va dans un sens et puis alternativement dans l'autre, et bien à ce moment-là, tout ceci va créer un courant induit autour de la machine. Et ce courant induit s'accompagne de forces de Laplace qui sont représentées en bleu. Et on voit que si on ne fait rien, eh bien finalement, la force qui correspond à ce champ induit va secouer l'air. On voit les forces bleues, les flèches bleues qui sont ici centrifuges et la centripète. Donc l'idée qui vient tout de suite à l'esprit de dire, puisque je peux secouer de l'air autour d'un disque, ce serait bien que j'arrive à moduler la conductivité électrique de manière à ce que le courant circule à la partie supérieure quand les forces sont centrifuges et que j'ionise à la partie inférieure lorsque justement ces forces sont centripètes. Donc voilà ce schéma. Ici j'ai la variation du champ magnétique et dans les deux courbes représentées par des signaux carrés, l'état d'ionisation à la partie supérieure, à la partie inférieure. Tout ceci, évidemment, est déphasé. Alors, si à tout cela, je veux adjoindre le confinement pariétal, il faudra que j'utilise non pas un solénoïde, mais 3. Et donc, ça, c'est représenté en haut. On a le solénoïde équatorial, et puis 2 solénoïdes de confinement. Et voilà l'allure générale du champ magnétique. Ça, une fois qu'on a compris un peu l'idée générale, ça n'a rien de tout à fait extraordinaire. On voit simplement qu'on a une ligne où le champ magnétique est maximal, et voilà les zones roses où le plasma aura tendance à se loger, justement, comme ça a déjà été démontré expérimentalement. Donc à ce moment-là, ici, je vais pratiquer cette ionisation alternée, hein, et en pratiquant cette ionisation alternée, eh bien, j'aurai une force qui permettra de créer un entraînement. Alors là, ici, juste pour mémoire, les belles images qu'on obtient en faisant une ionisation par HF, en se rappelant que si l'objet a un bord assez aiguisé, ça a tendance à créer le départ d'arcs électriques. Et voilà ici les arcs électriques HF qui se créent autour de l'appareil, mais ce n'est pas spécialement ce qu'on cherche. Alors, les solutions vers lesquelles on s'est orienté, à gauche, il y a quelque chose où Doré a déjà commencé à travailler. C'est un système ionisateur pariétal avec des petites cellules ionisantes qui ressemblent un peu à des pièges à loups. C'est-à-dire que vous voyez, dans la paroi, on a une sorte de puits conique avec une aiguille au centre. Et entre cette aiguille et le bord, on crée une décharge. Et à ce moment-là, il y a cette décharge crée des charges électriques. Et la pression magnétique, d'ailleurs, a tendance à expulser la décharge vers l'extérieur. Et pour ceux qui connaissent un petit peu ce genre de choses-là, c'est très voisin de la manip focus. Ce qui fait que le plasma a probablement un comportement assez singulier au voisinage de l'aiguille. Et ce qu'on chercherait, c'est pas tellement d'enrichir le plasma en électrons libres, mais plutôt d'essayer de faire des ions négatifs. Enfin, bon, tout ça, c'est la suite des opérations. Je crois que je peux vous montrer une image ici qui correspond justement à des essais d'ionisateurs pariétaux. Je crois que c'est une petite maquette qui doit faire 5 cm sur 5 cm. Et il y a déjà une bonne centaine de petites cellules comme ça. Et l'inhomogénéité lumineuse vient du fait que
pour bien faire, il faudrait contrôler l'impédance de chaque aiguille. Et si vous avez une aiguille qui est plus pointue que l'autre, elle va créer une décharge plus importante. Mais enfin, je crois que l'image la plus parlante, c'est la suivante. C'est une image de profil où on voit justement qu'on arrive à créer une couche ionisée tout à fait sympathique. Donc c'est un problème qu'on devrait pouvoir résoudre. Alors le second système est plus sophistiqué. Ça nécessitera encore un petit travail d'horlogerie un peu plus important. Il nous faudra disposer d'une ou deux sources de micro-ondes. Des sources de micro-ondes de laboratoire, parce que les sources de micro-ondes qu'on trouve dans les cuisines ont quand même 600-700 watts de puissance, et ce sont des choses qui sont dangereuses. C'est-à-dire que si on veut désosser un four à micro-ondes pour arriver à bricoler quelque chose, on risque quand même des ennuis, quoi. Alors il faudra quelque chose d'un peu plus contrôlable, où on ait un guide d'onde et on soit sûr que ça sorte pas sur les côtés. Donc là-dedans, vous avez une maquette qu'on voit à droite, avec deux guides d'onde cylindriques qui sont coaxiaux. Et à ce moment-là, l'idée est de faire arriver ces micro-ondes par ces deux guides d'onde en alternance. Et avec un système de miroir, vous savez que les micro-ondes, ça se réfléchit sur les surfaces métalliques. Donc avec deux systèmes de miroirs comme ça, la paroi de l'aérodine étant transparente au micro-ondes, en téflon par exemple, eh bien on doit pouvoir arriver à créer une ionisation alternée sur la partie supérieure et la partie inférieure. Bon, moi je dirais que j'ai beaucoup d'espoir dans ce genre de solution, même si elle est un peu plus compliquée que la précédente. Je pense que ça a beaucoup d'avenir et c'est à partir d'un modèle comme celui-là qu'on devrait pouvoir supprimer une onde de choc, par exemple, en impulsionnel, parce que il y a toujours un problème de dégagement d'énergie dans les solénoïdes, des choses comme ça. Donc, par exemple, si on a une maquette comme ça qui est placée dans une soufflerie supersonique froide, bon, autour de cette maquette, à Mach 2 ou à Mach 1,5, on va avoir des ondes de choc et une turbulence pas possible qui vont se former. Mais maintenant, si tout d'un coup on décide de créer avec un condensateur une décharge oscillante qui fait qu'on aura un champ magnétique variable pendant un certain temps t, et également injecter des micro-ondes, on peut peut-être avoir une expérience dans laquelle l'échauffement soit assez faible pendant 1 ou 2 secondes. Mais je veux dire, toujours en repartant de l'idée assez simple, ne pas faire durer une expérience plus longtemps que nécessaire. Et c'est pas ce que font les gens d'Orléans qui ont décidé de créer des souffleries hypersoniques en continu avec des pompes à vide gigantesques, alors qu'ils arriveraient exactement au même résultat avec une capacité de vide, une bête pompe à 3 sous et une expérience qui durait quelques secondes dans laquelle ils auraient largement le temps de voir ce qui se passe. Mais de toute façon, comme ils savent pas très bien ce qu'ils veulent faire, c'est pas bien grave. Alors ici, eh bien, vous avez ce que j'avais déjà présenté tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on joue sur le caractère matriciel de cette conductivité électrique. Et ça, c'est les calculs que j'avais faits sur la valeur critique du paramètre de Hall, sur le taux de croissance de l'instabilité. Et on voit qu'à partir d'une certaine température, ce taux de croissance devient négatif, c'est-à-dire que cette partie qui est à droite est stable. Donc, si on arrive à amener le plasma dans cette configuration où à ce moment-là, le gaz, l'ionisation est suffisamment développée pour que les collisions entre les électrons et les ions soient majoritaires par rapport aux collisions entre les électrons et neutres. Alors là-dedans, ça nous amène à parler très brièvement de ce qu'on appelle une section efficace de collision. Dans un plasma, on a des électrons qui circulent et on a des cibles, des objets lourds qui sont les atomes neutres et les atomes ionisés, les ions. Et quand on calcule la fréquence de collision entre les électrons et ces espèces lourdes, puisque un atome d'hydrogène, c'est déjà 1850 fois plus lourd qu'un électron, eh bien à ce moment-là, le rapport des sections efficaces de collision entre les ions et les neutres, c'est à peu près 10 000. C'est-à-dire qu'un ion, c'est comme s'il était 100 fois plus gros qu'un électron. Donc, au fur et à mesure que l'ionisation se développe, apparaissent d'énormes cibles, comme des ballons, et à ce moment-là, ça fait chuter la fréquence de collision, donc ça fait chuter le paramètre de Hall. Et on voit que tout ça, ça nécessite quand même d'avoir
des connaissances en physique mathématique. Si on pousse les choses un peu loin, on se retrouve dans l'espace des phases à 6 dimensions, avec des fonctions de distinction, des choses comme ça, quoi. Donc, il y a une sorte de paradoxe entre la sophistication de l'approche théorique et la rusticité du dispositif expérimental. Voilà, alors disons que tout ça, ça montre une chose, c'est que le fait de s'être intéressé, je crois qu'il faut le dire, au phénomène OVNI, ça amène à des recherches fondamentales extrêmement intéressantes. Bon, accessoirement, ça amène également à la conception d'armements tout à fait performants, quoi. Ce qu'ont fait les Américains, d'ailleurs, avec au prix d'un certain retro-engineering. Bon, en France, on l'a pas fait, puis nous, on n'a pas du tout envie de le faire, quoi. Mais je veux dire simplement, ça amène à se poser des questions, et je veux dire, cette position absurde pendant 30 ans qui a consisté à dire c'est pas intéressant, et puis surtout, il y a eu cette frilosité, cette peur de sortir le chat du sac, parce que cette expérience qu'on avait prévu de faire avec le brin, avec ce tube à choc, il aurait fallu quelques mois pour monter tout ça, et c'est une chose qui aurait duré une matinée. C'est-à-dire qu'on aurait fait une expérience, boum, et on aurait eu un cliché strioscopique avec les ondes de choc. Après, on aurait mis les condensateurs, on aurait refait l'expérience, boum, il n'y aurait plus d'ondes de choc. Et à ce moment-là, on serait parti déjeuner. Je dis ça parce que c'est une chose qui m'est arrivée en 64, quand j'ai fait fonctionner le premier générateur hors d'équilibre. Ça a marché au premier essai, quoi, c'est tout. Les expériences ont duré quelques heures, et après, on n'avait plus qu'à aller déjeuner. C'est pas du tout comme les thésards qui travaillent laborieusement pendant des années. Après, c'est plutôt une question de mise en page des résultats. Donc là, on a complètement raté ce genre de choses. Et moi, j'ai quand même 75 ans. Et je pense que c'est pas à mon âge que je peux impulser des recherches dans ce domaine-là. C'est un constat un petit peu d'un ratage. C'est dommage. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer. Je veux dire que là, il y a un côté manifeste, quoi. Je veux dire que vous avez d'un côté, on dépense 15 milliards d'euros pour construire une espèce de chimère qui probablement ne marchera pas, qui sera ITER, et de l'autre, vous avez des braves gens qui s'escriment dans un garage en travaillant de manière bénévole. Là, on serait en droit de s'interroger sur le fonctionnement de la recherche en France. Voilà.